19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'Algérie dénonce la stratégie du Maroc de recourir au trafic de drogue pour déstabiliser la région et met en garde la communauté internationale sur des répercussions dangereuses sur les populations. Tunis rejette des propos disproportionnés du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Il s'était inquiété la veille de la situation dans le pays, redoutant son effondrement. Création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un capital de 5 milliards de dollars, approuvée à Alger à l'issue de la 4e réunion de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Le peuple palestinien s'apprête à accueillir le mois sacré du Ramadan dans une conjoncture marquée par la répression du colon sioniste. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. La stratégie de déstabilisation dirigée par le Maroc à l'encontre de l'Algérie et des pays de la région avec le trafic de drogue dénoncé par Alger. La représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Vienne a notamment mis en garde la communauté internationale sur les répercussions dangereuses de cette pratique sur les populations. Naïla Hamouda. Le Maroc demeure le principal pourvoyeur de drogue. Chaque année, d'énormes quantités de cannabis et de drogues hybrides en provenance de ce pays sont saisies par les services de sécurité aux frontières algériennes. Le Marzen, qui a légalisé sa production, couvre les crimes des passeurs. Il s'agit d'une stratégie systématique et machiavélique visant à déstabiliser l'Algérie et menaçant l'économie et la sécurité de toute la région. Une énième manœuvre dénoncée à la tribune des Nations Unies à Vienne, en Autriche. Président, je sais que mon discours ne plaira pas au premier producteur mondial de cannabis qu'est le Maroc, mais les faits et les chiffres sont là pour l'étayer. En Algérie, chaque année, d'énormes quantités de cannabis sont saisies. Pour la seule année 2022, plus de 58 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en provenance du Maroc, ainsi que 5 kilos d'herbes de cannabis, 94 kilos de graines de cannabis et 2485 plants de cannabis. Dans son discours devant la 66e session de la Commission des stupéfiants de l'ONU, Fawzia Boumaïza Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à Vienne, a souligné la dangerosité de la manœuvre marocaine et estime que les répercussions de cette pratique sur les populations sont néfastes et par là même met en garde la communauté internationale. Ce n'est plus possible de nous taire face à l'hostilité croissante du Maroc dans le déferlement de cannabis, ainsi que la cocaïne, les psychotropes et l'ecstasy sont un des moyens d'agression. L'Algérie exhorte la communauté internationale à prendre la juste mesure de cette interconnexion extrêmement préoccupante en termes d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale. L'Algérie continue d'œuvrer à l'approfondissement de la lutte contre ce fléau ravageur dont l'argent généré par ce trafic illicite sert à financer le terrorisme. Zoom à présent sur les relations entre le Sahara occidental et les pays d'Amérique latine. Le président sahraoui Brahim Ghali conduit une visite d'État au Venezuela où il a donc rencontré les plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président Nicolás Maduro. La délégation sahraoui a également rencontré des représentants d'organisations latino-américaines et caribéennes qui ont réitéré là encore leur soutien à la cause légitime du peuple sahraoui dans sa lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Sofiane Baroudi. La visite d'État conduite par le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali au Venezuela se poursuit et porte un signal fort sur la solidité des relations entre les deux parties. L'occasion a été saisie pour réitérer la volonté d'aller de l'avant vers l'approfondissement de la coopération. Dans ce sillage, le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue sahraoui devront signer plusieurs accords bilatéraux. Le président sahraoui Brahim Ghali a, dans un geste hautement symbolique, rendu hommage à la figure de Simón Bolívar, le libertador de l'Amérique du Sud. À ce propos, la perspective de renforcement des relations entre la RAST et la zone latino-américaine et caribéenne s'illustre par plusieurs facteurs. On citera notamment la décision du président colombien Gustavo Petro de rétablir les liens diplomatiques
juste après son investiture à la magistrature suprême. Cette décision a suivi celle prise par le président mexicain Juan Manuel López Obrador. Pour sa part, le chef de la diplomatie du Honduras, Gerardo Torres Zelaya, a conduit une visite dans les camps de réfugiés de Tindouf, entérinant la reprise diplomatique ainsi que le soutien de son pays à la cause légitime du peuple sahraoui, luttant pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans ce sillage, le congrès du Front Polisario, représentant unique et légitime des aspirations du peuple sahraoui, a également illustré la percée diplomatique de la RAST, sous le signe de l'intensification de la lutte pour l'indépendance, avec laquelle se sont solidarisés des dizaines de représentants d'organisations et de gouvernements de par le monde. À ce propos, le 3e Forum mondial des droits humains a été ouvert à Buenos Aires par le président argentin. Une déclaration internationale a été publiée par plusieurs organisations de défense des droits humains liées à la plateforme latino-américaine et caribéenne de solidarité avec le peuple sahraoui. Celles-ci ont dénoncé la présence de représentants du régime d'occupation marocain à l'occasion de cette manifestation internationale consacrée à la défense des droits humains. Si la proximité entre la RAST et les mouvements progressistes en Amérique latine n'est plus à démontrer, plusieurs indices augurent de l'horizon de l'élargissement du front de solidarité avec la cause sahraoui et son représentant légitime. Le dernier signe en date est probablement le retour au pouvoir du président Lula da Silva au Brésil. Et nous le disions en titre, la Tunisie a rejeté ce mardi des propos disproportionnés du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s'était inquiété la veille de la situation dans le pays, redoutant son effondrement. Cette réaction survient alors qu'une délégation de l'Union européenne est attendue en Tunisie pour évaluer la situation dans le pays. En Libye, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a félicité le Conseil d'État et la Chambre du Parlement après avoir approuvé le 13e amendement de la déclaration constitutionnelle. Il a également exhorté les deux chambres à accélérer la formation et la convocation du comité des 12 pour parvenir au consensus. Il renouvelle par là même l'appel à l'élargissement de la participation en ce qui concerne le processus électoral. Parlons énergie, création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un capital de 5 milliards de dollars. Il en a justement été question ce matin lors de la 4e réunion de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, à laquelle ont participé des ministres africains de l'énergie. Le PDG du groupe Sonatrach s'est notamment félicité du choix de l'Algérie d'accueillir cet événement. Pour Toufik Hakkar, l'Afrique est certainement la région la plus riche en ressources énergétiques. Kherdin Batash. Très riche en ressources énergétiques fossiles et renouvelables, l'Afrique tente toujours à trouver une base locale aux industries énergétiques. Le destin du secteur énergétique africain est entre les mains des Africains. Il passe notamment par la création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un apport initial de 5 milliards de dollars. Le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, Omar Farouk Ibrahim, donne le temps de la 4e réunion des PDG des sociétés nationales des hydrocarbures de l'APO en Algérie. L'APO a décidé de mutualiser ses ressources pour la création de la Banque africaine de l'énergie, un projet en partenariat avec Afreximbank. Le plus important, c'est de créer une banque qui puisse garantir l'exploitation de plus de 500 trillions de mètres cubes de gaz nichés dans le sous-sol africain et de plus de 100 milliards de barils de pétrole brut au profit des peuples africains. Un constat partagé par l'ensemble des pays membres de l'APO. Le continent doit apprendre à surmonter les défis énergétiques qui se présentent à lui tout seul comme un grand. Il faudrait pour ce faire minimiser le recours aux investissements étrangers dans ce secteur et miser sur une croissance inclusive aux financements locaux. Tout l'enjeu pour les pays d'Afrique est donc de retrouver et de trouver les solutions pour une croissance inclusive, répondant à la fois à leurs besoins de développement, mais également à leur ambition certaine en matière d'action climatique, tout en veillant aux sources de diversification économique. Mais l'énergie, c'est aussi une question de technologie. Une technologie que le groupe algérien Sonatrach dit vouloir contribuer à fournir via le partage d'expériences, en particulier dans le segment oil and gas. Il est temps pour nous de trouver au sein de notre Afrique l'expertise, la technologie, le financement et les marchés pour répondre à nos besoins.
Accroître les investissements locaux et miser sur une montée en puissance en matière de développement technologique et la formation pour donner sa chance aux produits énergétiques à l'identité africaine. Il s'agit là de la formule gagnante promue par les membres de l'APO à Alger. L'action de l'Algérie s'inscrit déjà dans ce processus. Le pays veut jouer pleinement son rôle de locomotive du secteur énergétique africain. En 2022, le groupe Sonatrach a mis sur la table 40 milliards de dollars dans le cadre d'un programme d'investissement quadriennal sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le PDG de Sonatrach a par ailleurs insisté sur l'importance de mutualiser les efforts au sein de l'APO pour une vision globale des solutions dans le secteur énergétique africain. Notre mission aujourd'hui est bien tracée. Nous sommes là tous ensemble, pays membres de l'APO, à même de faciliter les échanges d'idées et d'expériences entre nos compagnies et de proposer une vision globale et transverse des solutions en vue d'agir comme catalyseur du processus d'amélioration de la sécurité énergétique, de la diversification économique et du développement durable en Afrique. Énergie toujours, le groupe russe Gazprom a annoncé avoir battu ce 20 mars son record d'approvisionnement en gaz vers la Chine via le gazoduc Force de Sibérie. D'autres projets gaziers russo-chinois prometteurs sont en cours de réalisation. Et à propos de la Chine et de la Russie, le président chinois Xi Jinping poursuit ce mardi sa visite en Russie. Lors de son entretien avec son hôte chinois, le président russe Vladimir Poutine s'est dit ouvert à des discussions sur le plan de résolution du conflit en Ukraine élaboré par Pékin après que Washington ait exprimé son rejet de tout cessez-le-feu. Les deux présidents se sont en outre félicités des relations étroites entre Pékin et Moscou qui ont une coopération stratégique globale. Alors cette visite qui intervient dans un contexte particulier, le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du président Poutine. L'Occident veut faire de la Russie un paria, mais c'est sans compter sur la Chine, un partenaire stratégique de Moscou. Je vous propose justement d'écouter cette analyse de Karine Béché-Golovko. Elle est professeure à l'Université d'État de Moscou. Elle était l'invitée de notre Midi Info. Il faut rappeler le contexte, il intervient alors que justement la Cour pénale internationale a adopté, sans fondement légal, puisque même en violation en fait du statut de Rome qui la constitue, des mandats d'arrêt contre le président russe et contre l'ombudsman russe dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc si cet acte est juridiquement infondé, il est en revanche politiquement très fort. Il veut dire que la communauté internationale atlantico-centrée veut faire de la Russie en général et de Poutine en particulier un paria. La visite du président chinois dans ce cadre-là montre qu'il n'est pas si facile que ça d'isoler la Russie, d'une part, et d'autre part que cette politique fanatique et radicale menée par l'axe atlantiste n'est pas forcément bien perçue partout dans le monde. La Chine occupe un rôle stratégique sur la scène géopolitique et Pékin a joué d'ailleurs un rôle important dans la normalisation des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Xi Jinping va-t-il réussir à ramener les parties prenantes dans le conflit russo-ukrainien à la table des négociations? C'est justement la question que l'on se pose ce soir et à laquelle répond Shan Zhanshui, journaliste à la chaîne de télévision chinoise CGTN. Alors, l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, négocié par la Chine sur le rétablissement des relations diplomatiques, a renforcé la crédibilité de la Chine en tant que pays sincère, mettant en avant une politique étrangère axée sur le dialogue et la réconciliation comme les principaux outils. Le 24 février, jour du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, la Chine a publié un document présentant sa position en 12 points. C'est peut-être le premier plan aussi sérieux et complet transmis par un pays pour résoudre ce conflit. La Chine prône un accord pacifique et rationnel depuis le début de la crise ukrainienne. Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'État en Russie du 20 au 22 mars à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. La visite d'État du dirigeant devrait renforcer la confiance mutuelle stratégique et promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays et apporter une stabilité dont le monde a désespérément besoin.
Mais les États-Unis ne voient pas d'un bon œil la visite du président Xi en Russie. Ils rechignent à avoir un éventuel cessez-le-feu et retour à la table des négociations suite à la présente visite du président chinois. Lorsque certains aux États-Unis claronnent que la Chine ne devait pas soutenir l'agression de la Russie et que Pékin doit jouer un rôle pour persuader la Russie d'arrêter la guerre, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est rejeter la faute et tenir la Chine responsable de la prolongation du conflit. Cependant, ce sont les États-Unis qui ne veulent pas que la crise ukrainienne se calme. En effet, la clé pour résoudre la crise n'est pas entre les mains de la Chine, mais entre celles des États-Unis et de l'Occident. S'ils veulent vraiment que la Chine joue un rôle constructif, les États-Unis et l'Occident devraient soutenir les efforts de la Chine et travailler avec la Chine. En Palestine, c'est dans une conjoncture marquée par la répression de l'occupant sioniste que les Palestiniens s'apprêtent à entamer le mois sacré du Ramadan. Mohamed Ali Ben Shaban. À la veille du mois sacré de Ramadan et malgré les répressions des forces sionistes, les Palestiniens d'Al-Quds, comme d'accoutumé, s'apprêtent à bien accueillir et fêter ce mois connu pour sa piété, pour ses mets les plus délicieux, ses soirées nocturnes et son ambiance conviviale et chaleureuse, et bien s'approvisionner en certains aliments et denrées spécifiques qu'ils ont l'habitude de consommer. En parfaite symbiose, certains jeunes hommes illuminent les ruelles de la vieille ville d'Al-Quds avec des lampadaires pour fêter le mois sacré comme il se doit. Les habitants de la sainte ville espèrent faire le jeûne cette année dans le calme. J'espère qu'il n'y aura pas de problème cette année pour les visiteurs d'Al-Quds. Ils souhaitent découvrir la vieille ville durant le Ramadan. Dans cette porte précisément, elle est lumineuse et très bien décorée. Les gens veulent prendre des photos de souvenirs et découvrir l'ambiance ramadanesque dans la vieille ville d'Al-Quds. Le pouvoir d'achat des Palestiniens est certainement en baisse à cause des violations de l'occupant sioniste des droits de l'homme. Cela n'a pas empêché les habitants d'Al-Quds de faire des préparatifs convenables pour ce mois béni. Et un mot de sport avant de clore cette édition, 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN. La sélection algérienne a entamé hier son regroupement au niveau du Centre technique national de la Fédération algérienne de football, en prévision donc de la double confrontation face au Niger. Les 23 et 27 mars, les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont entraînés ce soir à 18h, une séance d'entraînement qui a été précédée par une zone mixte lors de laquelle les nouveaux sélectionnés se sont exprimés au micro de Boualem Salmi. Franchement, beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant que j'ai décidé de rejoindre la nation. Ça devait se faire en septembre dernier, ça ne s'est pas fait finalement. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis très content. Le groupe nous a super bien accueillis, les nouveaux jeunes. Le groupe est très familial, très chaleureux et on vient ici avec énormément de fierté et beaucoup d'honneur. Très heureux. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'avais pour objectif d'atteindre la sélection. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité par le coach. Donc voilà, maintenant je vais donner mon maximum pour le maillot et pour le peuple. Non, les supporters algériens, ils sont incroyables. Même là sur les réseaux sociaux, la ferveur qu'ils montrent, les messages qu'ils nous envoient, qui sont derrière nous alors qu'ils ne nous ont même pas encore vus avec l'équipe nationale. Franchement, rien à dire. Machallah. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.